c'est samedi. Oui, enfin, c'est samedi. Ici Jean Lavigne qui vous souhaite la bienvenue pour l'émission. Enfin, c'est samedi, oui. Nous aurons notre chroniqueuse Lynne Perron avec encore la suite pour les histoires de crèches et maternité au Québec et ainsi que la rubrique dans notre communauté, le tout après ceci. Oui, tel que promis, nous allons débuter notre conversation avec Lynne. Salut Lynne. Allô, ça va bien? Oui. Good. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, là, avec les problèmes techniques. Oui. Il fait combien de degrés dans ton coin, là? Oh, je suis pas allée vérifier ça, mais ça n'a pas l'air chaud parce que les clous craquent. Il fait moins 30, ressenti moins 44. Oui, c'est très froid. Moi, je pense qu'on va rester dans la maison. Oui. On va rester à chaleur. Oui, on poursuit avec ce que tu avais parlé au mois de décembre. Oui, c'est ça. Bien, on parlait des crèches, hein. Puis, oui. Moi, je voulais souligner un très bon travail de Madame Sylvie Bastien qui nous a donné beaucoup d'informations dans le site Adoption Émotion Retrouvailles là, sur le fonctionnement des crèches à l'époque, puis tout ça, puis la liste aussi des grandes crèches du Québec qui appelaient les super crèches à l'époque. Donc, j'ai trouvé ça pas mal intéressant là de voir cette recherche-là. C'est pour ça que je voulais la partager avec vous autres, là, voir comment ça se passait dans cette période-là. OK. Est-ce que ça comprend les endroits, les maternités clandestines? Les clandestines, non, hein, ça le dit, c'était clandestin. Oui. Fait qu'il était pas mal caché. Quoique, avec l'enquête sur les crèches qu'on avait vue, qui avait été reproduite là, dans la série Berceau des anges, il y avait des adresses précises là sur les crèches, les trafics de bébés qui se faisaient parce qu'ils avaient découvert lors de leur enquête, là. Mais Sylvie, elle a travaillé sur la liste des crèches légales, celles que la plupart des personnes utilisaient, là, parce que comme on a vu dans la série Berceau des anges, souvent les jeunes filles se faisaient comme avoir, entre guillemets, hein, quand ils étaient attirées à aller dans ces lieux-là. C'était viens chez nous, on va te permettre de garder ton bébé, on va même te donner de l'argent, puis tout ça. Fait que les personnes tombaient comme dans une espèce de piège parce que comme la série l'a bien reproduit, quand Gabrielle avait décidé, moi je le garde mon bébé, ils ont dit OK, c'est 250 piastres cash. Les petites filles qui étaient mises à la porte de chez eux n'avaient pas ça. Hein? Oui, on profitait de la vulnérabilité des jeunes filles. Oui, tellement. Fait que là, elle, en n'ayant pas cet argent-là, était découragée. Hein, on a vu qu'elle avait réussi à fuir là, grâce à cette enquête-là de police. Mais c'est ça, ces jeunes filles-là étaient prises au piège par des jeunes hommes qui étaient formés à bien les manipuler là, dès qu'elles arrivaient à la gare ou à la centrale d'autobus pour être redirigées vers ces maisons-là. Et comme on le voyait, ben, c'est les propriétaires de ces maisons-là mettaient à l'aise les jeunes filles, les gâtaient, leur donnaient du chocolat, leur donnaient des bonnes nylons. C'était nouveau, les bonnes nylons, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, on voyait ça dans la série aussi, là, qui reproduisait bien les faits vécus. Ces jeunes filles-là étaient très, très, très gâtées jusqu'au jour où les douleurs prenaient, puis, regarde, tu veux garder ton bébé, c'est temps. Fait que la jeune fille, ben, se ramassait avec beaucoup de peine, trop tard pour aller ailleurs, aussi. Hein? Fait que ça, c'était des pièges, là. Et bien sûr, c'est pas ces jeunes filles-là qui empochaient les milliers de dollars que la vente de son bébé rapportait. Hein? C'est pas les jeunes filles qui touchaient cet argent-là. Eux autres avaient leur paire de bas de nylon. Des fois, ils étaient payés un petit 50 $, mais on s'entend que 50 $ sur 10, 15 000, c'est pas beaucoup. Oui. Hein? Fait que, oui. Fait que les tenancières de ces maisons-là étaient pas perdantes là, de donner un peu d'argent aux jeunes filles. Qui, elles, ça les aidait peut-être à reprendre leur vie. Là. 50 $, mettons, si on recule dans les années 40-50, c'était quand même beaucoup.
Fait que, mais c'est ça. Mais là, les crèches qu'on va parler ce matin, ce sont les crèches légales, là, tenues par soit les religieuses ou soit comme la crèche où j'étais, par exemple, à Rouen, en Abitibi. D'ailleurs, elle en parle là, dans son article. Là, il y avait 15 lits. Ça, c'était une maison privée, tout simplement. C'était pas tenu par des religieux, des religieuses. Oui, mais Mme Bastien a dit que lors d'une naissance hors mariage, laquelle se produisait dans l'une des 3 maternités pour célibataires, soit à Montréal, Québec et Trois-Rivières, ou dans un hôpital général ou une clinique privée, le bébé destiné à l'adoption, c'est ça, était rapidement amené dans une crèche. Oui, exactement. C'est là que les transferts se faisaient dans les crèches comme la Saint-Vincent-de-Paul à Québec ou il y avait la crèche aussi qui était à la Miséricorde de Montréal, mais eux, c'était plus un hôpital. Alors, les bébés étaient vite envoyés ailleurs, soit à la crèche d'Youville, par exemple, la crèche de la Réparation, ou beaucoup de bébés nés à Montréal aussi étaient transférés à la garderie de Nicolet, qui appelait. OK, mais c'est 4, c'est des super crèches là, qu'on dit, là. Les super crèches, on va retrouver la crèche d'Youville de Montréal, la crèche Miséricorde de Montréal, la Saint-Vincent-de-Paul de Québec et la Réparation de Montréal. Ça, c'était les 4 grosses crèches là où les bébés nés, comme tu mentionnais si bien tantôt, dans un hôpital général, une clinique privée, parfois même à la maison, ces crèches-là étaient connues et le bébé était généralement envoyé dans une de ces 4 grandes crèches-là. D'ailleurs, on a la quantité de lits avec les années. Oui. C'est pas mal intéressant. On a la crèche d'Youville de Montréal qui, elle, a été ouverte en 1754. C'est quelque chose, hein? Ça remonte à loin, là, les petits bébés, entre guillemets, illégitimes, là. Le phénomène n'était pas nouveau. Non, c'est ça. Et cette crèche-là contenait 735 lits. Ensuite, on a la Miséricorde de Montréal qui a été ouverte en 1898 qui, elle, contenait 600 lits. On a la crèche Saint-Vincent-de-Paul de Québec ouverte en 1901 qui contenait 700 lits. Et finalement, la crèche de la Réparation de Montréal ouverte en 1934 et qui contenait 650 lits. Puis je peux faire une parenthèse là, qui m'avait été racontée par une des religieuses de la crèche Saint-Vincent-de-Paul à Québec, que parfois, il y avait beaucoup plus de bébés que de lits. Comme là, on voit, il y avait 700 lits là, que Sylvie a trouvé, mais les religieuses m'ont dit parfois ça montait à 800 bébés. Là. Fait que ces bébés-là étaient couchés dans des bains. Puis on a vu en visitant ces lieux-là comment c'était organisé. Là. Le petit bébé était bien, il n'était pas couché direct sur la céramique, là. Pas la céramique, mais l'ivoire, là. En tout cas, je ne sais plus comment ça s'appelle, j'ai un blackout. Anyway, il n'était pas direct là-dessus. Il formait un petit matelas avec des couvertures puis tout ça. Là. Le bébé était bien puis il était en sécurité, mais quand même. On imagine les urgences aujourd'hui, hein, quand il y a, je sais pas, moi, 120 lits, puis qu'il y a 200 patients, comment ils sont mal pris. Mais c'était un peu ça, là, hein? C'est un peu ça qui arrivait, là. Il n'y avait pas plus de personnel parce qu'il y avait plus de bébés. Alors, c'était vraiment toute une organisation, puis on se surprend pas pourquoi les bébés, quand il y en a un qui pognait un petit rhume, une petite grippe, que tous les autres bébés étaient contaminés, hein? Ils étaient tout collés ensemble, là, puis c'était tout un monde à cette époque-là. Mais Mme Bastien aussi mentionne que les 16 crèches comptaient à chaque jour environ 3870 enfants disponibles pour être adoptés. C'est énorme. C'est quelque chose, hein? Oui. Ouais. Fait que là, ça nous aide à comprendre, puis ça, c'est juste en 1945. Oui. Ça nous aide à comprendre pourquoi qu'on est tellement de personnes adoptées au Québec. Hein? Le mouvement Retrouvailles recensait environ 300 000 personnes confiées à l'adoption. Mais on sait pertinemment que c'est au moins le double selon les spécialistes là, de l'ADN puis des recherches de ce genre-là. Ce serait au moins le double parce qu'il y en a beaucoup d'enfants qui étaient confiés à l'adoption qui n'étaient pas déclarés. Une adoption de main à main, hein, comme on voyait
dans certains téléromans qui remontaient l'histoire du Québec, là, bon, la maman meurt, le papa est pogné avec 15 enfants, il est pas capable tout seul, sa plus vieille aide comme elle peut, mais à un moment donné, le petit dernier, fait qu'il y en a qui étaient confiés à l'adoption comme ça, ben le curé allait voir dans le village, bon, ben vous autres, vous n'avez pas beaucoup d'enfants, vous en avez juste 7, là, ça vous tente-tu d'aider la famille ouais. La famille Perron, là, qui est là, dans le fond du rang, là. T'sais. Fait qu'il y avait beaucoup d'adoptions comme ça qui se faisaient de main à main. OK. Qui sont pas recensés dans les chiffres quand on parle du 300 000 adoptés, là. Ben, quand tu dis pas recensés, ça veut-tu dire que les personnes adoptées ne peuvent pas retrouver leurs parents? Il n'y a pas de dossier. Alors, okay, oui. C'est des cas comme ça. Même les adoptions privées, là, qui ont été faites légalement, avec un avocat, tout ça, parfois ces dossiers-là ne se ramassent pas dans les centres jeunesse, donc il n'y a pas de recherche possible. OK. Parce que souvent, l'adopté n'avait pas le nom de l'avocat en plus, là. Alors, la recherche est impossible via les centres jeunesse, via la ressource principale. Alors, ce qui reste maintenant pour ces personnes-là, ben, c'est le test d'ADN. Mais avant qu'ADN existe, là, avant l'avènement de Ancestry, puis MyHeritage, puis toutes ces choses-là, ben, il n'y avait pas d'espoir pour eux, là. Il n'y avait pas d'espoir. Il n'y avait rien. Fait que c'était pas facile. J'ai parlé avec des personnes comme ça qui n'avaient aucune possibilité là, de trouver, puis c'était très difficile. C'était très difficile. C'est difficile pour une personne adoptée qui peut avoir les ressources du centre jeunesse. Alors, on imagine quelqu'un qui n'a pas de ressources du tout, là. C'est pas évident. Oui, on imagine facilement que pour les clandestins, c'était la même chose. Exactement. Les bébés vendus, comme on a vu dans la série, c'était la même chose. Il n'y avait pas d'espoir. Quelques-uns ont retrouvé, mais c'était vraiment, là, quasiment du hasard, là. Hein? Il n'y avait pas de dossier. C'était malheureux. C'était malheureux. Oui, vraiment. Ah oui. Parce qu'on a tous besoin de savoir nos origines. J'ai des personnes qui m'écrivent parfois, puis eux, ils ont vraiment besoin des antécédents médicaux. Il y aurait que ça, ils seraient contents. On sait très bien que quand on a plus, on est encore plus content, là. Quand on a une part, on veut toujours un peu plus. Mais quand même, la base, c'est beaucoup ça, là. Les antécédents médicaux, parfois, il y a des maladies graves qui se déclarent. On fait quoi avec ça? On n'a aucun indice. Les médecins nous demandent, ouais, mais t'as pas moyen de savoir? Non. Vous pouvez pas contacter le centre jeunesse comme la loi le permet. J'ai pas de dossier. OK, ouais. C'est terrible, là. Ouais. Alors maintenant, avec l'ADN, ben, au moins, il y a cette porte-là qui s'ouvre et qui apporte beaucoup d'aide et évidemment, beaucoup de retrouvailles qui n'auraient pas été possibles sans ce moyen-là. OK, oui. Si on y allait avec les maternités? D'accord. Alors, on a un tableau qui était fait par ce site-là. C'est un site que j'ai trouvé par hasard en creusant les recherches de Sylvie. Et c'est les petites maternités du Québec. Quand on tape ça sur Google, il nous sort toute la liste des principales petites maternités de Québec. Là, on parle de la région de Québec seulement, là, hein? OK, oui. La province. Donc, on avait l'hôpital Saint-Joseph de Bellevue. On avait l'hôpital Saint-Joseph. Celle-là, je n'ai entendu parler souvent par les mères biologiques. La maternité Ouellette, la maternité Saint-Albert, la maternité Laroche et la maternité Saint-Georges. Donc, là, on regroupe là, les maternités qu'il y avait vraiment là, dans la région de Québec, Rive-Nord. OK. Puis, il y a des photos aussi là, que je vais pouvoir mettre là, lorsque j'aurai reçu l'entrevue, là, que je pourrai placer. Oui, on a donc, la photo de l'hôpital Saint-Joseph de Bellevue. Oui, la Saint-Joseph de Bellevue se trouvait sur le chemin Sainte-Foy, ouais, sur le chemin Sainte-Foy. Donc, elle devait pas être bien loin là de l'hôpital Miséricorde de Québec, là, crèche Saint-Vincent-de-Paul. Ça, c'était sur le chemin Sainte-Foy. C'est tout près de l'hôpital Saint-Sacrement, cette grosse crèche-là. Donc, j'ai pas l'adresse, là, de... Attends un petit peu, je dis ça. Non. Oui, 760 chemin Sainte-Foy à Québec.
Donc, c'est un petit peu plus bas, là, en gagnant vers la rue Saint-Jean, là. Mhm. Fait qu'elle était pas très, très loin de l'hôpital Miséricorde de Québec. La Saint-Joseph de Bellevue, elle a été fondée en 1943 par les docteurs Antoine Couture et Norbert Bourgault, ainsi que Fabien Gagnon. Ils ont acheté la propriété, que je vais pouvoir vous montrer en photo, de M. Jimmy Valentine. Et sur le chemin Sainte-Foy, ils l'ont transformé en un petit hôpital d'une capacité de 40 lits, qui a été appelé l'hôpital Bellevue, finalement. Okay. Puis, puisque tous les services nécessaires à un hôpital général s'y retrouvent. Donc, c'était bien installé. Alors, en 45, l'hôpital est agrandi pour compter jusqu'à 25 lits, puis devient en 48 la propriété des Sœurs Saint-Joseph de Saint-Vallier, qui en assure la direction. Donc, au début, l'hôpital Joseph de Bellevue est presque exclusivement une maternité avant de devenir un hôpital général de nature privée en janvier 61, où il est tombé sous la tutelle gouvernementale. Le 1er mai 71, cet hôpital-là doit fermer ses portes pour se conformer aux exigences du ministère des Affaires sociales. Je pense qu'il aimerait bien ça l'avoir aujourd'hui, ce petit hôpital-là. Hein? Oui, Lynn, si tu permets, on va faire une pause publicitaire et musicale. D'accord, très bien. À tantôt. À tantôt. Nous poursuivons avec Lynn. Lynn, toujours à Québec, de janvier 1940 à juin 63, il y avait l'hôpital aux cliniques Saint-Joseph. Oui, celui-là, comme je disais, on a entendu parler un petit peu plus, là, moi, personnellement, à mon travail. Cet établissement-là a obtenu sa licence d'opération en avril 43, mais il aurait ouvert ses portes 3 ans auparavant, en 40. Puis cet hôpital-là était situé en basse ville de Québec, sur le chemin Saint-Vallier. Puis c'était une maternité à but lucratif. Donc, il accueillait des femmes mariées ou des filles mères. Puis, cette maternité-là logeait aussi quelques vieillards. Fait qu'on peut imaginer les personnes âgées, quand ils voyaient arriver les madames avec leurs petits bédons, puis le petit bébé, là, ça devait être quelque chose pour eux autres. Là. Ils devaient être heureux là-bas sans bon sens. Donc, les patientes occupent les 2 premiers étages de la clinique, tandis que le 3e plancher était réservé à l'usage du personnel. Quelle était la capacité d'accueil? Une vingtaine de clientes en 44 qu'on écrit ici. Puis, celles-ci logent dans des chambres pouvant contenir d'1 à 3 lits ou dans une salle de 6 lits. Puis les nouveau-nés, eux, sont dans la plupart des cas là, presque aussitôt acheminés à la crèche. Là. C'est de là, moi, que j'ai beaucoup entendu parler de l'hôpital Saint-Joseph, de personnes adoptées qui cherchaient. Je suis née à l'hôpital Saint-Joseph, mais transférée à la Miséricorde, à la Saint-Vincent-de-Paul de Québec. Fait que ça, c'est quelque chose que j'avais entendu vraiment beaucoup, là. Puis, il y a un certain nombre d'entre les bébés, là, qui pouvaient séjourner une dizaine de jours à la maternité dans un solarium ayant 5 petits Moïse. Donc, pendant les premières années d'opération, c'est le docteur Louis Grégoire qui est attaché à l'endroit, puis à titre de médecin traitant. Et Antoinette Fleury, elle, la propriétaire, elle œuvre comme infirmière. Puis cette dernière, elle a été graduée en 31. Elle est la seule garde malade, comme on disait dans le temps, là, qualifiée de l'établissement. Fait que la madame, elle se tournait pas les pouces, hein? Elle devait avoir de l'ouvrage en masse. Mais on dit que c'était à but lucratif. Oui. Est-ce qu'il y avait des coûts? Quels étaient les coûts? C'est sûr qu'il devait avoir des coûts, là, mais je n'ai pas le prix ici dans la liste, là. J'ai malheureusement pas cette information-là. J'ai juste les endroits, les rues et le nombre de lits, là. D'ailleurs, oui. J'imagine que ça devait être à peu près les mêmes prix qu'à la Miséricorde, là. C'est que la Miséricorde, en étant... Oui, ça devait être les mêmes prix de base, mais en étant un édifice public, là, comme on a vu dans les émissions passées, les jeunes filles qui n'avaient pas les moyens de payer pouvaient travailler, pouvaient rendre service en échange. Tandis qu'une maternité comme celle-là, à but lucratif,
J'ai l'impression que les personnes devaient arriver, payer un montant, là, vraiment, là. Parce que, justement, c'était lucratif. Alors, ça devait être une façon de fonctionner un peu différente, puis qui regroupait une clientèle un peu plus privilégiée là, de la société. Mais est-ce que c'était un établissement privé? Ou? Celui-ci, oui, comme on... Ah, OK. Tu sais, c'est sûr que une maternité à but lucratif, tu sais, en partant, là, puis que c'était pas très grand, là, fait que c'est sûr que c'était privé, là. Fait que c'était une petite clinique, d'ailleurs, privée, oui. La propriétaire s'appelait Antoinette Fleury. Donc, c'est pas la propriété de religieuse comme on a vu, là, tantôt. Par contre, on dit que il existe certaines lacunes dans cet endroit-là, sur le plan du personnel, sur le plan également de l'équipement médical, puis l'aménagement et l'entretien des lieux font à eux bonne figure quand même. Donc, la maternité dispose, par exemple, d'une salle d'accouchement avec matériel de stérilisation, un élément qui fait défaut dans certaines maternités privées de l'époque, à preuve la maternité Ouellette de taille similaire à la clinique Saint-Joseph ne possède pas ce genre d'équipement-là, malgré qu'elle était très, très populaire aussi, la Ouellette, mais elle était moins équipée que la Saint-Joseph. OK. Oui, et on dit que en ce qui a trait à l'évolution de la capacité d'accueil de la maternité, le nombre de petits Moïse mis à la disposition, on a vu tantôt qu'il était à 5 petits lits, mais ça l'a triplé, ça, en moins de en moins de 2 décennies, là. C'est passé jusqu'à 15 lits de 1944 à 61. Donc, ça, c'était bien pour les mamans qui voulaient garder leur bébé. Et le nombre de lits de maternité n'augmentera que faiblement, là. Il est passé de 19 à 25, là. OK. En parlant de la maternité Ouellette, elle a fermé ses portes pas mal avant Saint-Joseph. Oui. On dit que Saint-Joseph a fermé dans la première moitié des années 60, tandis que la maternité Ouellette, on nous dit 1959. Donc oui, elle a fermé ses portes un peu plus tôt. Peut-être justement parce qu'il était moins équipé. Je sais pas, hein, l'histoire le dit pas. Fait que c'est certain que je m'imagine, là, moi, enceinte, là, j'entends parler d'une maternité puis d'une autre, je vais préférer aller vers celle qui est équipée que celle qui l'est moins, hein, pour question de santé, de survie aussi. Oui, mais malgré tout, c'était l'établissement était la plus en demande à Québec. Ben oui, c'est ça qui est surprenant. Sûrement que c'était moins cher. Probablement, parce qu'elle aussi, c'est à but lucratif, hein. Fait que probablement qu'elle était moins chère, là. Moins équipée, moins chère, peut-être, on ne sait pas. Là, on n'a pas ces détails-là de l'histoire, mais on peut on peut spéculer. Ouais, c'est ça, on peut s'en compter, nous, des histoires, là. Oui. Donc, cet établissement-là, vers probablement 1926 là, qu'elle a ouvert ses portes. Étienne Lévesque, épouse de J. Télésphore Ouellette, en est la propriétaire et y travaille à titre de garde-malade, un peu à l'image de Saint-Joseph. Et dans un premier temps, l'établissement va loger sur la rue Saint-Gabriel avant de déménager sur la rue d'Artigny au cours des années 30 ou 40. En 48, la bâtisse de 3 étages dispose de 22 lits de maternité et un nombre égal de Moïse. Donc, la femme mariée qui allait là, puis avait la place pour loger son petit bébé avant de sortir, ça devait être bien plaisant, là. C'est peut-être pour ça aussi sa popularité. Il y avait plus de place pour les bébés. Oui. Ensuite, l'équipement sur place est alors des plus rudimentaires, comme on a vu tantôt. L'endroit ne dispose d'aucune salle d'accouchement et de stérilisation. Les filles mères accouchent directement dans leur chambre privée ou semi-privée. Donc, il y a un risque élevé de complications? Ben oui, forcément, ou d'infection, quoi que ce soit. Là, c'est pas dans une chambre stérile, là. Puis une chambre semi-privée, on imagine
la voisine de chambre, là, qui entend sa coloc, entre guillemets, accoucher, puis crier, puis qu'elle, c'est son premier. En tout cas, il me semble qu'il n'y a rien de rassurant là. Mais d'un autre côté, si l'autre était multipare, elle pouvait encourager la petite qui est en train d'accoucher à côté d'elle, peu importe. Mais là aussi, on peut spéculer beaucoup. Alors, on dit que leur bébé, dans la majorité des cas, était acheminé rapidement à la crèche publique, pour celles qui ne le gardaient pas, les crèches qui étaient tenues par des religieuses. Puis, si la cliente est dans l'impossibilité de défrayer des coûts, ça c'est intéressant, oui. Elle peut couvrir ses frais en travaillant au service de Madame Ouellette et se voit confier diverses tâches ménagères. Ça aussi, ça devait aider à la popularité de cet endroit-là. Exactement. Fait que ça semble pas être le cas à Saint-Joseph, du moins l'histoire ne le dit pas. OK. Maternité Saint-Albert. Saint-Albert, ça c'est l'hôpital Saint-Albert, ça existait entre 47 et 54. La propriétaire était Madame Luciane Bussière et la maternité Saint-Albert de Québec probablement a ouvert en 47. Pardon. Et elle était située au 2955 Première Avenue, à Québec toujours. Et en 48, il y avait 8 lits de maternité ainsi qu'un nombre équivalent de petits Moïse qui sont à la disposition de la clientèle. Puis pendant cette même année, le médecin et l'infirmière qui y travaillent procèdent à un total de 31 accouchements. OK. Fait que si on s'en tient là, aux informations que livrent les annuaires d'Adresse du Québec, l'établissement ferme probablement ses portes 7 ans après son ouverture. OK. On donne pas la raison. Non, pas du tout, malheureusement. Vois-tu, elle a fermé quand même là, au milieu des années 50, là, une période où il y avait beaucoup d'accouchements. 50-60, là, c'est la plus grosse période. Donc, peut-être on sait pas, peut-être que les propriétaires étaient plus en mesure de s'en occuper ou... ça aussi, on peut spéculer, encore une fois. On devrait écrire un livre sur nos spéculations, ça serait intéressant. Exactement. Il y a la maternité Laroche à l'hôpital Wilfrid Laroche vers 1944 jusqu'en 1965. Oui, exactement. Donc, cette petite maternité à but lucratif également, c'est sur le boulevard Pierre-Bertrand. Cette maternité-là a été ouverte en 1944 sous l'initiative de Mme Laroche, épouse de M. Wilfrid Laroche. On dit que la capacité d'accueil de cet établissement-là reste bien mince tout au long de son existence. En 48, on compte juste 2 lits. C'est pas beaucoup, hein? Non. Puis 2 petits Moïse. Puis en 61, la capacité totale ne s'est accrue que d'un seul lit. Fait que c'était vraiment tout petit, là, quasiment une petite maison de chambre. Là. Oui, on suppose que les frais devaient être plus élevés, là, en rapport avec le peu de lits. Peut-être. Puis, on dit, à titre d'exemple, seulement une dizaine de naissances sont répertoriées pour l'année 48. Il semble que l'établissement ferme ses portes au milieu des années 60. Du moins, on en perd la trace à partir de 64. Donc, ils ont quand même subsisté un bon bout, malgré que c'était petit. Fait que, puis, on sait qu'il y a beaucoup de crèches qui ont commencé à fermer dans ces années-là, jusqu'en 74, là, maximum, les crèches étaient toutes fermées, là. Donc, c'est sûr qu'en ayant une très, très petite maternité, probablement que ça a été une des premières à se vider, tout simplement. Et finalement, la maternité Saint-Georges? Oui, la maternité Saint-Georges est apparue en 1948, ou auparavant, là, mais 48, c'est la date qu'ils ont trouvée. La maternité Saint-Georges loge dans un immeuble situé au 15 rue Laurier. À l'ouverture, sa capacité se chiffre à 13 lits de maternité et 8 Moïse. Puis, lors de sa première année d'opération, le personnel de l'établissement, composé d'un médecin, d'une infirmière ainsi que d'une aide infirmière, prend en charge une douzaine de femmes enceintes, mais ne procède qu'à 8 accouchements.
sont où les 4 autres? Je sais pas. Ils sont peut-être partis à coucher ailleurs. Ouais. Puis, aucune source à ce jour ne nous a révélé plus d'informations au sujet de cette maternité. Donc, on n'a pas plus de détails. Mais à Mauricie, est-ce qu'il y avait des crèches? Oui, j'imagine. Bien, oui, il y avait à l'hôpital Saint-Joseph, en fait, qu'on appelait la crèche Gamelin. OK. Il y a cette crèche-là qui a fait office, là, il y a eu beaucoup de bébés de Montréal qui ont été transférés à cette crèche-là, ainsi qu'à Nicolette, là, comme je disais tantôt. Il y a des maternités privées également, ou en tout cas petites comme celle qu'on vient de voir ensemble. Il y en avait aussi à Trois-Rivières. Là, je les ai pas répertoriées encore. Mais il y en avait au moins 2 dans Trois-Rivières. OK. Comme c'est une ville quand même beaucoup plus petite, on s'entend, là, dans ces années-là, la population et tout ça, là, oui. Oui. Donc, c'est des services qui étaient donnés aux jeunes filles, puis ça semblait être quand même relativement, entre guillemets, à la mode, là, d'ouvrir des petites maternités. Une madame qui est infirmière qui décide de venir en aide aux jeunes filles, puis de gagner sa vie de cette façon-là. Moi, je trouve ça honorable parce que ces petites maternités-là devaient être beaucoup plus humaines que les grosses maternités, les méga crèches, comme on a vu tantôt. OK, ouais. La crèche, là. Quoique, selon le témoignage de ma mère et de d'autres dames qui ont accouché à la Miséricorde de Québec, c'était très, très, très humain, du moins avant l'accouchement. Mais parce que j'imagine que moins de lits, donc plus de temps à consacrer à chaque patiente. Ben oui, logiquement, hein, ça serait ça. Puis les jeunes filles se sentaient peut-être moins dans une institution là où ils se sentaient peut-être moins comprises, puis tout ça. Tu sais, comment raconter ses émotions de jeune fille enceinte à une religieuse qui a probablement jamais connu d'homme, qui n'a jamais probablement eu de relation, tout ça. Comment ces religieuses-là peuvent vraiment comprendre les jeunes filles qui sont tombées en amour, puis tout ça, ou comprendre une jeune fille qui a été victime d'inceste et de viol et tout ça. Ouais. Peut-être que, oui, le niveau humain était plus élevé dans les petites maternités. On aurait tendance à le croire. OK. Il reste environ moins de 7 minutes. On va y aller avec les avis de recherche. D'accord. Alors, j'ai beaucoup de recherches de fratrie. Oui. On a Kevin Tremblay qui recherche sa sœur. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Sa sœur est née à l'hôpital de Chicoutimi le 23 octobre 74. C'est tout ce qu'on a. Donc, s'il y a une dame née le 23 octobre 74 à Chicoutimi, vous entendez ça, ou vous connaissez quelqu'un, s'il vous plaît, contactez-moi pour aider Kevin. On a ensuite Daniel Blais aussi qui recherche sa sœur et qui n'a pas beaucoup d'informations. On n'a pas de date de naissance, mais on a le nom primaire. C'est Félicité Valois. Et elle est née à Québec, à la crèche. C'est tout ce qu'on a. Donc, on peut présumer d'une première pensée crèche Saint-Vincent-de-Paul, hôpital Miséricorde, crèche Saint-Vincent-de-Paul. C'était la plus grosse là-bas à l'époque. OK. On a également Chantal Sévigny qui recherche sa sœur. Elle est née à l'hôpital Miséricorde de Montréal vers 57 ou 58. Ses parents sont Pierre Sévigny et Jacqueline Bérard, tous deux natifs de la Chine. À sa naissance, elle portait le nom de la maman, Jacqueline Bérard. Et les parents étaient très jeunes, c'est pour ça qu'ils se sont fait littéralement enlever leur fille. Ouais, c'est désolant. Et le papa, Pierre Sévigny, est malheureusement décédé sans avoir pu serrer sa fille dans ses bras. Donc, on recherche ces personnes-là activement. Maintenant, on a Luce Roy. Luce, c'est une maman qui recherche son fils. Elle était à la recherche de son fils depuis très longtemps. Il était prénommé à la naissance, pas prénommé, mais nommé, Jeffrey Roy. Et il est né le 24 décembre 71 à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul de Sherbrooke. Il a été adopté par des enseignants de l'université Bishop à Lennoxville. Donc, elle dit, mon fils, si tu entends, si tu lis ce message, sache que je t'ai toujours cherché et j'espère du fond du cœur
que tu accepteras de me rencontrer. Je t'aime tellement. Ça me touche beaucoup, les messages des mamans qui recherchent leurs enfants, là, vraiment, là. Ensuite, j'ai Kathleen Lebreu. Kathleen, elle recherche sa fratrie du côté paternel. Son père, avec son autorisation, là, il s'appelle Éric Mailloux. Oui. Il a les cheveux bruns, les yeux bleus, il a 40 ans. Ville possible serait Montréal, Joliette, Laval, là, pour la fratrie, je parle, là. Donc, toutes les informations, c'est sûr, il y aurait peut-être, selon une dame qui aurait contacté Kathleen, là, il y aurait peut-être 4 enfants qui auraient été... c'est pas une question d'adoption, là. Okay. Il y aurait 4 enfants là, que cet homme-là aurait eu. Et Kathleen les recherche activement. Ensuite, j'ai Luce Céline Tison. Luce, elle est née le 15 avril 1963 à 2h10 AM à la crèche Miséricorde de Montréal. Elle pesait 6 livres et demi. Elle a été baptisée le 24 avril 63 sous les noms de Marie-Pauline Leblanc. Sa mère d'origine a tenté de la garder. Elle l'a réservée jusqu'au 4 mai 63 et finalement s'est vue obligée de la confier à l'adoption en octobre de la même année. Donc, la maman portait les noms de, comme sa fille, Marie-Pauline Leblanc. Elle avait 21 ans, les cheveux châtains, les yeux bruns, pesait 115 livres, mesurait 5 pieds 2 pouces. Son rang dans la famille était la 7e. Elle était célibataire et travaillait dans une manufacture, supposément. Elle a eu au moins un enfant avant, parce que dans le dossier, c'était écrit multipare. Et sa grand-mère maternelle a eu la tuberculose à l'époque et aurait été hospitalisée pendant plusieurs années. Pour ce qui est du père biologique, on n'a pas beaucoup d'informations. Il avait 25 ans, 5 pieds 9 pouces, cheveux noirs, yeux bruns. Il était journalier en construction et il était au courant de la naissance de Luce. Okay. La maman de Luce est décédée. C'est ce que Luce a appris en 2020. Elle est décédée à l'âge de 78 ans d'un cancer des ovaires. Et donc, Luce, là, calcule qu'elle serait décédée en 2019-2020, selon son âge, là, à sa naissance. Donc, elle pense que sa mère serait décédée dans un hôpital ou dans des soins palliatifs anglophones, parce qu'elle aurait été en Ontario et aussi au Nouveau-Brunswick. Donc, il y a beaucoup de possibilités là, que les soins aient été donnés dans un service anglophone. OK, il reste une minute. Oh là là! OK, alors, on a une dame qui recherche Gabrielle Boismenu, qui serait née en 1979, d'une mère nommée Anne Boismenu. Moi, j'aime ça, les personnes qui respectent le nom de leur maman, comme ça, c'est bien. Il serait probablement né à l'hôpital Sacré-Cœur à l'automne 79. Sa mère est décédée à l'automne 79. Il y a un test d'ADN qui a été fait, mais pour le moment, qui révèle rien. Donc, si vous avez des informations, toujours me contacter. Et finalement, rapidement, Valérie Poulain recherche surtout pour ses antécédents médicaux. Sa mère est décédée, mais elle avait commencé des recherches en 96 et abandonné par la suite. Donc, Valérie recherche ses grands-parents ou des membres de la famille. La mère avait 19 ans à la naissance et elle est 11e d'une famille de 5. La naissance s'est faite à 39 semaines. Sa mère ne travaillait pas, elle était à la maison. Sa mère à elle, donc la grand-mère maternelle, avait 42 ans à l'époque et le grand-papa maternel était déjà décédé. Okay. Elle était très menue, pardon. Oui, et l'adresse courriel pour te rejoindre, si on a des informations, parce que là, il faut vraiment quitter. D'accord. Alors, Lynn Perron 1 @gmail.com, Lynn avec un Y. Parfait. On se retrouve le mois prochain et on discutera des enfants à la DPJ. Avec plaisir. Au revoir, Lynn. Au revoir.
Oui, ici Jean Lavigne qui vous souhaite bon week-end et à samedi prochain.